Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Le Trèfle. On a pris un peu de temps pour nous pour réfléchir, pour noyer un peu notre chagrin, mais on revient, chose promise, chose due, on revient sur la série, les finales NBA qui ont opposé les Celtics aux Warriors et qui malheureusement ont vu les Warriors sortir vainqueurs dans ce match 6 à Boston. Donc les Warriors s'imposent 4-2 en finale NBA. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Celtics ont craqué alors qu'ils avaient pris l'avantage du terrain très tôt dans la série? On va revoir tout ça et avec moi pour m'accompagner pour étayer cette série, Johan. Salut Johan, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va, ça commence à aller, ouais, comme tu dis, on a pris le temps de digérer le truc. C'est vrai que au départ, ça allait pas terrible, et puis bon, allez, continue. Exact. C'est vrai que l'idée, c'était, on a mis un peu de temps à enregistrer ce podcast parce que, bon, déjà pour des questions de disponibilité, pour être tout à fait franc, mais aussi parce qu'on voulait, on voulait pouvoir analyser ça à froid et pas trop être dans la réaction tout de suite d'après match et la déception. Là, mon deuxième intervenant qui est là pour apporter son expertise, c'est Robin. Salut Robin. Salut à tous. Comment ça va? Bah moi ça va. Ça va. Je suis plus là l'heure est maintenant à la fierté plutôt qu'à la déception et on va pouvoir analyser ça tranquillement. Je suis bien content d'être là avec vous là pour en parler. C'est cool. C'est bon, le deuil est fait, on peut passer à la phase d'acceptation. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bah, écoutez, je pense qu'on va se lancer directement. Est-ce que vous voulez déjà commencer, je sais pas lequel de vous deux veut commencer, pour dire un petit mot de façon globale sur, sur la série, sur le match 6, sur le résultat? Ben déjà je vais faire play. Il va falloir féliciter quand même cette belle équipe des Warriors qui, je trouve, font malgré tout un merveilleux champion avec toute la story et la performance qu'on a vue de la part notamment de Curry et même du collectif. Donc un bravo à eux déjà pour commencer. Et puis bien content aussi d'avoir vu nos Celtics qui ont été quand même dedans une partie de la série. Donc on n'a pas été là pour faire de la figuration malgré un parcours de playoff vraiment long, difficile et compliqué. Donc non, bien content que des finales qui ont été présentées, hormis le résultat bien sûr. Ouais, des playoffs longs et difficiles, comme tu l'as dit, je pense qu'on en reviendra. Ça peut être, je dis pas que c'est une excuse, mais ça peut être un début d'explication pour revenir sur l'échec des Celtics. Johan, toi, un petit mot sur justement sur la série et le résultat. Ouais, bah je suis assez d'accord avec ce que disait Robin. C'est sûr qu'il y a une déception qui est là, mais voilà, c'est une déception de l'instant, quoi. C'est une déception immédiate parce que tu te prends à rêver d'un titre et que tu te dis qu'on n'est pas si loin. Maintenant, si tu regardes l'ensemble de la saison, si tu regardes d'où on vient, si tu regardes les playoffs en général, enfin, il y a énormément de motifs de satisfaction. Donc ouais, et puis même dans le futur, ça, on peut espérer que du mieux. Après, oui, voilà, on a été face à notre limite. On a vu qu'on pouvait bousculer de très grosses équipes, battre de très grosses équipes. Cette équipe des Warriors, comme dit Robin, je suis d'accord. C'est une équipe super. Ils ont un collectif. Et puis comme nous, une équipe qui a beaucoup été construite avec des joueurs draftés. Donc ça fait un beau champion. C'est toujours plus. Enfin moi, de mon point de vue, c'est plus agréable de voir une équipe comme ça aller au bout qu'une super team. Donc c'est aussi plaisant de ce point de vue-là.
Mais oui, voilà, forcément un petit peu déçu, mais malgré tout fier aussi, ouais, carrément de voir surtout de voir où on en était au mois de janvier et qu'on en arrive là, c'est quand même un sacré parcours et il n'y a pas à rougir. D'ailleurs, avant qu'on se lance dans l'analyse plus détaillée, est-ce que selon vous, c'est les Celtics qui ont perdu la finale ou les Warriors qui l'ont gagnée? Ou c'est pas si simple que ça, c'est réducteur de dire ça comme ça? Robin? Je pense que, en général, je trouve que ça, c'est des raccourcis. Parce que, surtout sur des séries où il y a plusieurs matchs, etc., il y aurait eu un sweep ou des choses comme ça, mais on a eu deux équipes qui se sont quand même bien données, notamment sur 4 premiers matchs. Et du coup, on a fait des erreurs, ils en ont fait aussi, hein. Ils ont eu des coups de chaud, on en a eu aussi. Et du coup, non, je pense que il y a plein de façons d'expliquer la défaite des Celtics et la victoire des Warriors sans pour autant dénigrer la perf de chacun et enlever quoi que ce soit à la défense des Warriors ou à celle des Celtics par rapport aux deux attaques, etc. On a vraiment assisté à une joute, clairement. Et du coup, je pense que si on commence à utiliser ces termes, etc., bah, c'est un petit peu soit manquer de respect à la perf des Celtics qui ont quand même donné du fil à retordre aux Warriors. Je pense que c'est l'équipe qui a été la plus chiante pour eux sur toute leur série de playoffs. Et c'est enlever bah, la perf monumentale de ces Warriors emmenée par un Stephen Curry extraordinaire. Enfin, c'est un cinglé, il est trop fort. On va pas se mentir. Exactement. Je pense que c'est bien résumé. Du coup, bah, si vous voulez, on attaque ce Game 6. Et donc, bon, la série aussi, de manière générale. Match 6, donc, qui se finit par une victoire donc, des Warriors, 103-90. Un Stephen Curry bah, cinglé, comme tu viens de le dire, Robin. Et de notre côté, plutôt un Jalen Brown, on va dire, qui fait ses stats, qui a été plutôt bon, on va pas dire le contraire, malgré des choix au shoot et un nombre de pertes de balles assez incalculable. Et un Jason Tatum bah, encore pire que Jalen Brown. Donc je sais pas, Robin, si tu veux revenir si tu veux revenir sur ce match 6. Ben, alors, le Game 6, c'est une résultante de plein de choses. Euh, il faut savoir quand même, pour bien analyser le Game 6, je pense, qu'on fasse une petite rétrospective en fait de ce que nous on a choisi et ce que eux ont choisi de faire aussi. Donc défensivement, clairement, nous sur le début de série, on l'aura pas fait jusqu'au bout et je pense que ça va nous faire mal, notamment dans le Game 6, sur certains passages. Boston a opté pour une défense en drop. On a choisi de jouer grand, on a choisi de jouer en drop avec un choix clair, c'est mourir par Curry. Point. C'est-à-dire que vous voulez nous battre, ok, bah faudra que Curry soit fou. D'accord? Et avec la variance qu'impose le basket, etc., c'est un choix qui a été plutôt judicieux malgré même les perfs de Curry. Parce que bah, jusqu'au match 4, on mène 2 fois dans la série, etc. Et c'est un choix qui, même pendant les coups de mou, a été maintenu par Udoka. Donc ça nous a permis plein de choses. En stratégie offensive, le but, ça a été de cibler Curry et Poole, parce qu'il y avait un clair manque de taille chez les Warriors et notamment sur la dissuasion au cercle. Donc le but c'était vraiment de pénétrer le plus vite possible, même des fois trop vite, on y reviendra, ça a donné lieu à pas mal de précipitations je trouve, notamment encore sur les 2 derniers games. Et pour pouvoir drive and kick, ça nous obligeait encore une fois à faire un choix, c'était de vaincre par l'adresse. Il fallait qu'on soit très bon en termes d'adresse et il fallait aussi qu'on soit très très bon sur notre shot making en 1v1. Là où normalement nos deux stars excellent, notamment contre Miami, où il y avait eu un true shooting qui était vraiment très très bon aux alentours des 60. On y reviendra sur le true shooting, parce que ce soit l'un ou l'autre, ils font pas une bonne série. Donc ça en tout cas c'était les bases. Euh, je vais te laisser après enchaîner Joe sur le Game 6
Et on repartira après gentiment pour étayer tout ça, je pense. Mais en tout cas, voilà nous les choix qui ont été faits. Je pense qu'on peut tous dire que jusqu'au game 4, ça marche, clairement. Qu'il y ait des défaites ou pas, ou quoi, on a un plan de jeu qui marche. Et à partir du game 5, voire même du game 4, fin de game 4, on est plus sur une tendance game 6. Et comme tu l'as dit, d'un point de vue offensif, on a beaucoup misé sur le shot making de Tatum et Brown, notamment en ciblant des gars comme Poole ou comme Curry, parfois même Klay Thompson qui a pas toujours été dans sa meilleure forme défensivement. Est-ce que c'est pas là un peu une des limites d'Ime Udoka, même si encore une fois c'est sa première année, donc on peut lui pardonner pas mal de choses. Est-ce que Johan, c'est pas là une des limites, on va dire, du jeu offensif des Celtics, de devoir tout miser sur le shot making de nos deux meilleurs joueurs qui, en théorie, sont censés les mettre, mais on le voit face à une défense intelligente et peut-être avec la fatigue engrangée d'une longue saison et toute la pression qu'apporte une finale NBA, est-ce que c'était pas trop risqué de parier sur ce style de jeu offensif? Bah, risqué, oui, forcément, c'était risqué, mais après, il faut voir. Enfin, moi, j'ai toujours du mal à répondre à ce genre de truc dans le style où, enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu vraiment mettre en place de plus. C'est sûr que quand tes deux armes offensives principales s'appellent Jason Tatum et Jaylen Brown, d'attendre qu'ils fassent le boulot. Maintenant, bon, tu regardes autour de ça, notamment en sortie de banc. Comme disait Robin, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu vraiment un avant et un après. Ouais, c'est ça en fait. La limite, elle s'est, enfin la fracture s'est opérée dans le game 4, quoi. Mais quand tu vois le scoring de Derrick White, le scoring de Peyton Pritchard qui chute. Alors bon, c'était pas extraordinaire, mais enfin si, Derrick White, c'était quand même pas mal. Derrick White, il met 21, 12, 7 et 16 points sur les 4 premiers matchs. Game 5 et 6, il met 1 et 2. Peyton Pritchard a été, je trouve, assez bas en scoring. Il fait 8, 4, 3, 1 sur les 4 premiers matchs, 0-0 après. Bon, après, il joue moins. Hein. C'est sûr que dans le Game 6, il a très peu joué. Mais voilà. Je trouve que les options offensives étaient pas ouf, en fait. Marcus Smart a pas mal scoré, alors Ford un peu moins, surtout sur les games 4 et 5, qui rescore un petit peu plus dans le Game 6. C'est sûr que c'est risqué, mais en même temps, alors là, je sais pas, est-ce que vous allez sans doute pouvoir compléter. Robin, je sais pas comment tu l'as senti, mais qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place de mieux pour être meilleur offensivement? Je suis pas sûr qu'il y avait une vraie solution face à cette défense des Warriors, qui encore une fois, comme ça a été dit, a vraiment été une défense. Je crois que c'est la deuxième meilleure défense de la NBA sur la saison derrière nous, donc on se rend compte qu'ils étaient bien là sur ce plan du jeu, quoi. Je crois même que sur leur small ball, ils ont un meilleur defensive rating que le nôtre sur la saison. Pour vous dire la qualité défensive de cette équipe, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dans le sens où on n'allait pas se réinventer sur une finale en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas montré d'autres choses sur les autres séries. Et du coup, les Yaka Ifokon, bah non, ça marche pas comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, sur des effectifs avec le niveau que tu as en face, malgré notre niveau à nous, et ben tu te réinventes pas en l'espace d'une série de playoffs avec une saison dans les pattes, des joutes complètement folles, etc. Et du coup, ça demandera par la suite, avec l'été, éventuellement des mouvements, tout ça, éventuellement, c'est à ce moment-là que tu réinventes des choses et que tu peaufines. Mais je veux dire, notre saison, et surtout notre run depuis janvier, on a toujours misé là-dessus. C'est-à-dire sur un Tatum avec un playmaking qui progresse, des tirs compliqués de Brown qu'il arrive à mettre de façon efficace. Voilà, la qualité de scoreur de Tatum, les drive and kick, etc. Ça a été signé. Toute ce run, c'était notre signature, avec derrière une grosse défense. C'est que ça expliquait aussi que malgré tout le long des playoffs, on a eu des trous d'air offensifs.
Et bah, t'as eu la même chose en finale. C'est pas une surprise. Et je pense pas qu'Udoka pouvait faire mieux avec ce qu'il avait montré, ne serait-ce qu'en finale, par exemple, de conf. C'est pas en une semaine là que tu révolutionnes ton attaque et face à une défense encore meilleure que celle de Miami, bah d'un coup tu te mets à encore mieux jouer. Non, il y avait un plan de jeu. Pour info, sur mes notes, en fait, on est sur une tac. J'ai regardé sur les 3 premiers matchs de la série, on tourne quand même à 115 d'offensive rating, hein. Donc on est sur une attaque qui est bonne, hein, clairement, malgré du coup une défaite et tout. Et les 3 derniers matchs, on tombe à 97. Et là, on est plus bon quoi. On est plus performant. Donc encore une fois, on avait fait un choix. Et avec la variance et tout ce que ce choix nous obligeait à faire ou à avoir, eh ben, tu te rends compte que bah ouais, on a plafonné. D'ailleurs, Email l'avait bien dit en conférence de presse, je crois que c'était avant le match 6, si je dis pas de bêtises. Il avait dit que le, le salut des Celtics viendrait par l'attaque, parce que défensivement, on défend plus que bien, quoi. On a une défense élite. Ouais. Et il avait dit, je crois que ses mots, c'était on défend suffisamment bien pour gagner. Donc maintenant, pour effectivement gagner, ça passera par l'attaque. On va revenir sur ce match 6 notamment, qui est donc le dernier de la série, où il n'y a pas vraiment eu de... Il y a eu un faux suspense en fait au début, et je crois que c'est dans la fin du troisième quart-temps où les Celtics reviennent un peu sous la barre des 10 points d'écart. Mm. Et en fait, les Warriors remettent un run derrière. Euh, qu'est-ce qui, selon vous, a vraiment été dans ce match, la chose qui nous a manqué, vraiment le truc qui nous a tué? Est-ce que c'est plus le fait que les Jays n'ont pas été à la hauteur, notamment Tatum, ou personnellement, moi, j'aurais envie qu'on parle un peu des turnovers. Je Ouais. pense que c'est quelque chose qui nous a tué, même pas sur le match 6, mais sur la série de manière générale. Mm, J'avais trouvé une stat qui était assez hallucinante. Il y a, sur les 2 derniers matchs, donc match 5, match 6, les Celtics font 40 turnovers et les Warriors en font 17. Donc voilà. Donc plus du double. Vous faites ce que vous voulez de cette stat-là. mm. D'ailleurs, pour la petite info, les Warriors, alors je vérifie en même temps que je vous dis ça, dans le match 5, les Celtics font 18 turnovers, c'est-à-dire que les Warriors, sur leurs 2 derniers matchs, perdent moins de ballons que les Celtics juste sur le match 5. Donc c'est une stat assez hallucinante, celle que je n'ai pas notée, mais qui doit nous faire mal aussi. Du coup, c'est le nombre de points inscrits par les Warriors sur nos pertes de balles. De souvenirs dans le match 2, c'était assez hallucinant. Je crois qu'il y avait une trentaine de points marqués par les Warriors uniquement sur les pertes de balles des Celtics. Je sais pas vous quel est le... Est-ce que pour vous c'est les turnovers? Est-ce que c'est les role players? On en a parlé aussi, les role players qui ont clairement baissé de régime à partir du match 4-5. Grant Williams qui n'a pas été aussi impactant, Derrick White qui a été quasiment absent les 2 derniers matchs, Pritchard qui joue même plus. Je sais pas qui veut se lancer. Quelle a été pour vous vraiment la chose qui nous a mis dedans en fait? Ouais, bah vas-y, Robin. Euh, je trouve, concernant les turnovers, on en parlait sur le plan qu'on avait fait, c'est-à-dire d'attaquer Curry, etc., qui des fois il y a eu beaucoup de précipitations. Euh, on va reparler après de Tatum plus en détail, je pense, mais il y a eu aussi un vrai choix de la part de Golden State de jouer petit et de vraiment venir nous embêter balle en main sur nos drives, etc., plutôt que nous attendre pour nous contrer, etc. Ils sont vraiment venus avec des systèmes d'aide, etc., nous embêter sur nos drives, sur les drives de Brand, sur les drives de Tatum qui se sont des fois transformés en prise à deux, qu'il a eu un peu plus de mal à négocier d'ailleurs sur cette série, je trouve. Ils ont été agressifs sur certaines lignes de passe. Puis bon, ils ont quand même un général en chef. Alors, beaucoup de gens ont critiqué sa série, etc. Mais quand ça a compté et sur les victoires, notamment des Warriors sur leurs 4 matchs où ils gagnent, bah, il est vraiment impactant, c'est Draymond Green. Euh, et du coup, effectivement, les turnovers sont un des gros points noirs. Mais encore une fois, on n'a rien découvert. Je veux dire, on a eu un problème de turnover sur tous nos playoffs.
Dire contre Miami, ça a été un vrai problème. Contre les Bucks, il me semble que sur la preview ensemble, on avait dit bah attention contre Miami parce qu'on n'a pas été très bon sur les turnovers et sur Miami, on le payera. Et en fait, j'avais vu une stat qui sur le cas Smart, Tatum et Brown, ils sont à peu près à la même moyenne de turnover que en fait leurs autres séries de playoffs en fait. À quelque chose près, ils en font pas beaucoup plus. C'est juste que bah voilà, on a continué à en faire, sauf que la différence, c'est que derrière on a Smart, pris des runs, mais Smart incroyable. en fait pas plus parce que il me semble que sur les Et on y débuts de reviendra. playoff, Et on y j'avais une reviendra. stat Mais de. bah en fait, je pense qu'il a aussi fait moins de passes décisives. Et Ok. du coup, c'est son ratio, je pense, qui a baissé. Notamment sur les deux derniers où bon, il y a 9 passes pour un, etc. Mais j'ai trouvé qu'il avait perdu des ballons très très importants. Et, et du coup, oui, clairement, c'est le plus gros point noir, je pense, de ces finals et de ces deux derniers matchs nous concernant. Tu peux pas gagner un match face à une telle équipe quand tu fais autant de turnover, c'est impossible. D'ailleurs, juste pour appuyer ton propos, en saison régulière, on était. Alors j'avais la stat sous les yeux, je l'ai enlevé. On était à 13,6 turnovers de moyenne ce- par match sur toute la saison régulière, ce qui est pas si mal. C'est moyen plus, on va dire. D'ailleurs, on serait la 13e qui en fait le moins. Euh, donc, euh, donc au final, on était moyen plus, on va dire, en termes de perte de balles. Dans les playoffs, j'ai pas la stat, mais on doit être beaucoup plus haut que ça, du coup. Hmm. Euh, Johan, toi, est-ce que tu vois autre chose ou tu veux appuyer sur les turnovers ou tu vois aussi voilà, un autre point qui nous a mis dans le mal? Bah, je pense que c'est une conséquence en fait. C'est-à-dire que moi, à mon avis, que ce soit les role players qui s'effacent en fin de série ou que ce soit les turnovers, c'est qu'on est tombé face à une équipe qui a l'expérience, qui a su gérer ce genre de rendez-vous. Là où nous, on jouait avec toute notre, avec notre cœur, avec notre fougue et où on a fait une magnifique fin de saison et où on a su arriver là à l'envie. Alors que, voilà, comme disait Robin, quand tu as un mec comme Draymond Green, quand tu as un Stephen Curry qui est stratosphérique parce qu'il sait faire ça, il se retrouve dans un rôle qu'il connaît par cœur, euh, avec Klay Thompson, avec des mecs d'expérience comme ça qui se retrouvent en finale NBA, qui sont à la maison, alors que pour nous, c'est tout nouveau. Moi, je me demande vraiment si. C'est sûr que les turnovers, ça a été un souci sur l'ensemble des playoffs, et d'ailleurs, on en avait parlé, effectivement, de se dire que ça pourrait nous coûter cher. Ça coûte plus cher contre une équipe comme les Warriors, parce que quand tu as du Steph Curry, quand tu as même du Jordan Poole qui te sort des 3 points venus de l'espace et que tu as juste envie de balancer un truc dans la télé, quand tu vois Otto Porter qui claque aussi, enfin oui, forcément, les turnovers coûtent plus cher. Maintenant, voilà, moi, je pense que ce défaut d'expérience face à une équipe comme ça, c'est ce qui a entraîné très certainement ces pertes de balles, ces difficultés, ce manque de sérénité, en fait, que ce soit à la fois chez les role players pour qui ça a été encore plus dur parce que forcément tu joues moins, donc tu as moins le temps de te mettre dedans, et même chez nos joueurs principaux, je pense vraiment que ça a joué. Ouais. Tu vois, moi, je n'arrive pas encore à définir si c'est un manque d'expérience ou juste de la fatigue ou notre style de jeu qui fait que de toute façon on a un jeu à risque et que bah de toute façon tu prends ce risque, etc. Parce que notamment bon, avec tout ce que Draymond Green a fait pendant la série en termes d'impact, en termes de trash talking, en termes de venir te blablater dans l'oreille, attraper l'épaule où t'as mal. Je nous ai trouvé plutôt bons, moi, sur cette gestion, et j'aurais eu tendance à dire, bah, l'inexpérience viendra de là, tu vois, où on va peut-être s'énerver, on va peut-être sortir de notre match, etc. Et tout le long de la série, je vous ai quand même trouvé plutôt bon sur ces aspects. Euh, et vu que de toute façon, encore une fois, j'ai trouvé que nos problèmes étaient relativement les mêmes que tout le reste du temps, j'ai aucune idée de cette fameuse inexpérience jusqu'à est-ce qu'elle a vraiment impacté ou pas. Tu vois, j'ai pas vu des erreurs uniquement sur ces finals qu'on n'avait pas vu avant, en fait. Où tu dis ah ouais bah là ça doit être bah, l'événement qui prend le dessus, etc.
Et du coup, je sais pas vous ce que vous en pensez, parce que je cherche, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on ait été voilà dépassé par l'événement plus que ça, et du coup qu'on a fait des choix qui étaient douteux. Je trouve que ces choix douteux, on les a fait tout le temps en fait. Moi, je suis Ouais. plutôt d'accord. Je trouve que, en fait, si je dois commencer à réfléchir pas aux excuses, mais aux raisons, aux explications, en Ouais, fait, je parle d'explication, moi, voilà, et aux pas d'excuses. explications qui pourraient justement expliquer la défaite des Celtics. Je pense que l'inexpérience serait très loin dans ma liste. Ok. On a évoqué la fatigue du run. Voilà, on en reparlera dans un podcast où on reviendra sur la saison de manière générale, mais la fatigue d'avoir commencé une saison très très moyenne pour pas dire mauvaise, devoir remonter au classement, affronter les Bucks, les Nets, le Heat, aller deux fois en match 7. Enfin, voilà, toute la fatigue qui a entraîné ça. On a vu les Tatum se toucher régulièrement l'épaule. Est-ce qu'il avait une petite blessure? Je ne sais pas. On a eu pas mal de petits pépins physiques aussi à droite à gauche. Robert Williams qui était pas à fond. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas mal d'explications. L'adversaire, évidemment, nos limites offensives qu'on connaît. Je trouve qu'il y a pas mal d'explications plus que l'inexpérience. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais, Johan. Oui, non, mais après, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je me suis sûrement mal exprimé quand je voulais parler d'inexpérience. Je voulais dire, si tu veux, la gestion de tout ça, en fait, la fatigue, qui sont peut-être un peu aussi causées par le fait que tu n'as jamais été jusque-là. Je sais pas ce que Après, vous en pensez à ce niveau-là. au-delà de l'inexpérience, par contre, ce qui est entendable, je pense, et on va en venir à lui parce que forcément c'est le franchise player, donc c'est le joueur le plus clivant. Que Tatum n'ait pas sorti une série comme a sorti Stephen Curry peut être explicable par l'âge des deux, évidemment. Je veux dire, si Tatum avait tourné à 35 points de moyenne sur ses finales NBA à 24 ans, euh, je pense qu'on ne serait pas là et on serait pas à discuter de est-ce que Tatum ou Jalen Brown, lequel des deux en garde. Je pense qu'on discuterait de est-ce que LeBron James est vraiment le seul à pouvoir détrôner Michael Jordan. Pour vous donner un ordre d'idée sur la perf de Curry, je crois que sur les 4 premiers matchs, il a plus de 65% de true shooting sur 34% d'usage. Cherchez pas, dans Ce l'histoire, il qui n'y en a pas est d'autres. une dinguerie. Voilà, c'est-à-dire que clairement, on est sur une performance, c'est-à-dire que, encore une fois, fan des Celtics, on peut avoir la tête haute, on a forcé une perf comme ça pour nous battre. C'est-à-dire que le mec, c'est un fou. C'est lunaire ce qu'il a fait. Il faut le comprendre. Après, pour revenir du coup à Tatum, je pense qu'aujourd'hui, on est déçu que notre franchise player ait fait une bonne série alors qu'on attendait éventuellement une excellente série. En termes de, alors il y en a qui me diront elle est pas bonne et tout. Alors une série moyenne, si vous voulez. Euh, on est quand même sur un joueur qui a quand même impacté tout notre jeu sur les 6 matchs, euh, qui fait je pense, mauvais Game 6. Là-dessus, je pense qu'on se rejoindra tous. Mais, euh, mais encore une fois, qui a été ciblé, euh, qui a eu ce trou d'air au plus mauvais moment. Je pense qu'il faut y aller doucement, il faut y aller avec mesure sur Tatum. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, à mon sens, de réactions à chaud sur ce qu'est Tatum en tant que joueur. Euh, Posons un peu plus de respect, je pense, sur ce qu'il est, la précocité des performances qu'il a avec son binôme Jaylen Brown. Et du coup, aujourd'hui, je sors avec encore beaucoup plus de certitude de ces playoffs et de ces finals que j'en avais au départ. C'est un joueur extraordinaire qui a montré à son front office qu'on pouvait construire autour de lui et qui peut nous emmener loin. Et aujourd'hui, quand on lui demande de faire des perfs comme celle que Curry a fait, rien que de pouvoir demander ça à un joueur de 24 ans,
ça montre un petit peu l'étendue du plafond du bonhomme. Donc du Ouais, coup, oui. Gardons le dossier Tatum ouvert, justement, on va en parler un peu plus profondément. Justement, on en a parlé. Alors, un match 1 où au scoring, il passe complètement au travers, mais il sort 13 passes. Et au final, quand on regarde, alors j'ai son box score sur les 6 matchs. Au final, on a souvent décrié son scoring et ses pourcentages. Par exemple, ses pourcentages au tir extérieur, en dehors du match 1 et du match 6, qui sont clairement deux matchs ratés en termes d'efficacité au shoot. Sinon, tout le reste, il a plutôt, enfin, du match 2 au match 5, du coup, il a des pourcentages qui sont quand même tout à fait honorables, voire même plutôt bons, en fait. Donc, j'ai l'impression, en fait, que quand Tatum fait une mauvaise sortie, ça va compter pour toute, comme s'il avait toujours mal joué. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait qu'on attend de ce gars qui tourne à 60% à 3 points, j'en sais rien. Mais au final, je trouve que les pourcentages sont moins bons que ce qu'on pourrait croire en fait quand on regarde, quand on écoute surtout certaines personnes sur Twitter ou ailleurs. Après, au-delà des stats, j'ai beaucoup aimé encore une fois, sa manière de gérer l'attaque, avec plus de pertes de balles que ce à quoi il nous avait habitués en saison régulière. Mais je trouve qu'il n'a pas été mauvais partout en fait. C'est plus dans la finition, on va dire. Il a manqué de toucher et de finition dans pas mal d'actions où, comme tu l'as déjà évoqué, Robin, il s'est précipité sur certains moves quand il était en ISO face à Curry ou des choses comme ça, sur certaines finitions près du cercle. Mais dans le reste, dans les autres compartiments du jeu, défensivement, je l'ai trouvé en place. Et au niveau du playmaking, j'ai trouvé qu'il a confirmé ses progrès, même si, bon, c'est pas encore Doncic, hein, on le sait, mais il a confirmé les progrès qu'on avait vus de lui sur la saison régulière. Je sais pas vous la voyez comment cette série de Jason Tatum? Johan, vas-y. Ouais, ouais, du coup j'y vais. Oui, alors, en fait, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que les gens attendent trop? Est-ce qu'on attend trop de Tatum? On en revient au sujet qu'on a posé tout à l'heure. Quand tu as vraiment deux armes offensives et que la numéro un c'est Tatum, il faut pouvoir compter sur lui. Mais disons que sur cette série, on peut dire qu'il a été un peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre de lui. Je suis d'accord avec ça. Après, il y a énormément de questions à se poser à ce niveau-là. La question de l'épaule, c'est vrai que c'est quand même pas anodin. J'imagine que tu es Jason Tatum, tu te retrouves en finale NBA, tu as ton épaule qui te fait mal, tu vas aller jouer quand même. Donc on sait pas, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas à sa place, on ne sait pas à quel point cette épaule le gênait. Il y a la question de la fatigue. Je vais juste donner quelques chiffres sans vouloir encore une fois trop empiéter sur l'analyse de la saison, mais pour parler un tout petit peu de Tatum, c'est le joueur de toute la NBA qui a le plus joué pendant la saison régulière, puisqu'il fait 76 matchs à 35,9 minutes de moyenne par match. On peut aussi, Robin, on peut aussi parler du fait qu'il y a eu les JO l'été dernier. Il jouait déjà énormément la saison dernière. Donc, en gros, le mec, il arrive à la fin d'un run où il est, je pense, lessivé, parce que même avec la condition physique qu'ils ont ces mecs-là, c'est quand même entendable. Je pense qu'il doit être complètement crevé. Et de toute façon, ça saute aux yeux. Juste à titre de comparaison, alors bien sûr, comme tu disais, Stephen Curry est plus vieux. Stephen Curry a moins besoin de jouer, mais Stephen Curry a joué 64 matchs à 34,5 minutes de moyenne cette saison. Ça fait, je ne vais pas vous embêter avec les calculs, en gros, si tu considères 35-36 minutes de jeu, ça fait que Tatum a joué l'équivalent de 14 matchs de plus cette saison. En plus de ça, tu comptes son temps de jeu en play-off qui a été extraordinaire. Hein. Il fait 41 minutes de moyenne par match. Il joue 24 matchs de play-off. Donc je pense que la fatigue est quand même un paramètre non négligeable. Il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir la pression aussi de se dire, voilà, je suis là, tout le monde me regarde. Enfin, je veux dire, ça reste quand même l'option numéro 1 des Celtics. Il porte l'équipe sur son dos.
parce que voilà, ça a été dit, je le répète, si on est là, c'est très clairement grâce à lui. C'est quand même le mec qui s'est permis de regarder Kevin Durant dans les yeux et qui lui a dit sur ce terrain, le meilleur des deux, c'est moi, et il n'a pas eu tort. C'est un mec qui a porté les Celtics face aux Bucks, champions en titre, face à Giannis Antetokounmpo. C'est la série contre le Heat, il est très clairement responsable de la victoire aussi. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de raisons qui font que Tatum, même si c'est vrai que quand voilà, tu es fan des Celtics, tu te dis bon, j'aurais bien aimé que Tatum assure plus entre guillemets. Voilà, il a effectivement des progrès au playmaking qui sont extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup aimé son match 1 malgré le fait que ça rentre pas, parce qu'il n'a pas insisté, comme tu dis. Il a eu l'intelligence, je pense, de pas s'enfoncer là-dedans justement. Il a vu que ça rentrait pas. 13 passes décisives pour un premier match de NBA, de finale NBA. Voilà, il a montré pour moi une intelligence de jeu assez extraordinaire. Maintenant, oui, voilà, faut quand même dire les choses comme elles sont. Il a été, j'arrive pas à finir cette phrase, ça me fait mal de dire il a pas été au niveau parce que il a été super bon, mais il y a eu un mais. Ouais, voilà, on aurait tous voulu qu'il fasse mieux, mais c'est vrai qu'il a peut-être aussi trouvé sa limite avec toute cette fatigue, avec cette pression, avec son épaule, avec toutes ces raisons qui ont fait, je pense, qu'il a pas pu aller jusqu'au bout, quoi. Je comprends, et je pense c'est vrai que c'est quand même important de le préciser, il a été quand même plutôt bon. Par contre, oui, c'est vrai qu'on en attend plus d'un franchise player. Est-ce qu'on en attend trop? D'un côté, c'est lui qui nous a montré aussi qu'il était capable. Donc si on en attend beaucoup de lui, c'est parce qu'il nous a montré qu'il était capable de le faire. Par contre, j'ai bien aimé ta remarque et je voulais l'appuyer sur le fait que au match 1, il a vu que son shoot rentrait pas, du coup, il a pas forcé et il s'est mis plus à distribuer. Au match 6, alors au match 1, il prend entre guillemets, hein, mais il prend que 17 tirs. Justement, en sentant que ça rentre pas, il s'est mis à plus distribuer. Il a fait exactement la même chose au match 6, où pareil, ses shoots rentraient pas, et il en a pris que 18, et c'est là où Jaylen Brown a beaucoup plus scoré. Robin, on te laisse le mot de la fin sur Tatum, coupable ou pas? Je pense qu'on vient de voir aussi la différence entre un joueur qui est top 5 NBA et un joueur qui est top 10. Tout simplement. Voilà. Alors, pour étayer encore la fatigue, il a clairement explosé au cercle. Sur ses finitions au cercle, on est pas loin du dramatique, hein. Franchement, sur cette série, c'est vraiment le gros point noir avec certains turnovers, mais je lui enlèverai pas parce que avec les responsabilités qu'il avait sur le playmaking, des turnovers, bon, ça peut arriver. J'ai moins bien aimé d'autres turnovers de certains joueurs que les siens. Par contre, en termes de finition au cercle, plusieurs fois, tu sens qu'il bat son vis-à-vis, mais qu'en fait, clairement, il explose au cercle et il a pas le jus nécessaire ou la lucidité pour finir comme il aurait dû finir. Donc, pour information, en termes de true shooting sur ces finals, je crois que jusqu'au match 5, il est à 50. Donc, ce qui est pas bon. Et Jaylen Brown, qui a été apparemment, selon certains, tellement meilleur, est à 51. Donc, c'est très loin de leur standard, d'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, face aux 8, ils sont aux alentours des 60, où on est quasiment sur de l'élite. Là, on est quasiment sur du pas efficace du tout, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc, du coup, non, on a un Jason Tatum qui vient de plafonner. C'est arrivé à tous les grands de ce sport. Il faut aussi le rappeler. Bah, demandez aux fans Et d'OKC en 2012 avec KD. Hein. exactement, c'est arrivé à LeBron face à Duncan, c'est arrivé à des gens comme Dirk, c'est arrivé à du beau monde. Et du coup, voilà, après, je pense que sur Tatum, on a quand même fait pas mal le tour. Il y a aussi un supporting cast qui a plus ou moins tenu son rôle, je trouve, en termes d'adresse, en termes d'apport du banc, en termes de ce fameux next man up qu'on avait vu tout le long des playoffs, etc. Faudra quand même tirer un chapeau je trouve, à Al Horford que j'ai encore trouvé irréprochable. Se farcir un Curry complètement cinglé en drop, plus faire ce qu'il fait sur le match 1, faire ce qu'il fait sur le dernier match. Chapeau l'artiste. Vraiment, ça a été un vrai plaisir de le voir évoluer toute la saison et du coup, vraiment, on peut lui tirer son chapeau.
Jaylen Brown, en termes de mindset, on pourra pas enlever que c'est un mec qui lâche rien et encore une fois, merci à lui de mouiller autant le maillot parce que il a des soucis, il a des points faibles comme son franchise player et je pense qu'il faudra qu'il bosse là-dessus sur les turnovers, notamment quand il a balle en main, sur ses drives, etc. Mais on peut pas enlever que le Sur mec, son dribble. ouais, sur son dribble. Mais on peut pas enlever que le mec, c'est des mecs qui ont une grinta phénoménale et qui ont pas triché. J'ai pas vu de tricheur sur cette série et du coup, voilà, un Grant Williams qui a été à la peine sur cette série aussi, un Derrick White qui a été vraiment en dents de scie. Donc, c'est une faillite aussi qui est collective. La faute à qui? Il y a un arbre qui cache la forêt, donc on va taper sur l'arbre. Mais je pense que si dans le vestiaire ils ont tous eu des mots à se dire et ils savent tous que tout le monde aurait dû mieux faire sur certains aspects, staff compris. Et du coup voilà, je pense que je pense que c'est une bonne façon en tout cas de conclure sur les prestats des joueurs. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord, même si encore une fois, on va pas empiéter sur le bilan de la saison qu'on fera sous forme d'épisode qui arrivera bientôt dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs tous les joueurs ont montré des belles choses, tous les joueurs ont fait des erreurs. Le bon côté, c'est que la plupart des erreurs sont gommables avec un été, avec du travail, avec de l'expérience supplémentaire. Je pense notamment à un Derrick White, qui a été souvent critiqué, mais il faut pas oublier qu'il est dans l'effectif depuis 3 mois et qu'une intersaison et un training camp complet avec l'équipe, ça peut être pas mal aussi pour qu'il puisse vraiment s'acclimater, s'adapter et avoir un rôle peut-être qui lui convient mieux que ce rôle qu'il pouvait avoir régulièrement de spot-up shooter qui, à mon sens, n'est pas vraiment le rôle qui lui convient le mieux. Johan, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose après cette belle tirade de Robin qui m'a donné la Ouais, larme à l'œil? ouais, moi aussi, il parle bien, hein. Il est fort. Moi, j'ai bien aimé quand il a parlé de lucidité. C'est ça, en fait. C'est un mot que j'avais pas trouvé tout à l'heure quand je me suis un peu lâché sur Tatum, moi aussi. C'est, ouais, voilà, son épaule, sa fatigue, sa pression, sa responsabilité. Est-ce que tout ça lui a pas fait manquer de lucidité? C'est vrai que c'était une question intéressante. Après, bon, on est là pour parler des Celtics et pour analyser les Celtics, pas pour analyser les réactions forcément des gens, mais c'est vrai que ces réactions qu'on a pu lire beaucoup sur Twitter, bon alors ça va du un petit peu exagéré au monstrueusement exagéré, parce que tu en arrives quand même à lire parfois que Brown est le vrai franchise player des Celtics et que Tatum a aucune régularité, etc. Bon là, quand tu rentres là-dedans, ça devient difficile de discuter, mais en fait, je pense que Brown a mieux fait du Brown sur cette série que ce que Tatum a fait du Tatum. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, comme disait Robin, Jaylen Brown, il apporte son énergie, il score. Le top du top, ça a été le match où il met 40 points alors que Tatum score très peu. Voilà, il a été dans son rôle de lieutenant plus, hein, d'excellent numéro 2. Et puis voilà, il a fait. Alors oui, il y a les balles perdues, mais tout ça, c'est du Jaylen Brown en fait. C'est-à-dire que les problèmes qu'on a avec, bon, les problèmes de riches quand même, mais les problèmes qu'on a avec Jaylen Brown, ils ont été là pendant ces finales NBA et les avantages que Jaylen Brown a, ce que Jaylen Brown nous apporte, ça a été là aussi. Par contre, c'est vrai que là où on était en droit d'attendre peut-être plus de Tatum et que ça a moins bien marché pour lui, je pense que c'est ça aussi qui suscite ces réactions. C'est-à-dire que peut-être que les gens attendent tellement de Tatum que voilà, que quand il se foire, c'est catastrophique, alors que Jaylen Brown, il perd 7 ou 8 ballons par match, mais c'est pas grave, entre guillemets, parce que c'est ce qu'il fait tout le temps. Et du coup, dans ces réactions-là, hein, quand je dis c'est pas grave, bien sûr que j'espère que Jaylen Brown va s'améliorer sur ce point. Mais ouais, moi j'analyse ça comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, en fait, on pourrait donc, en gros, on peut résumer, je suis plutôt d'accord avec vous. En gros, Jaylen Brown, il a fait du Jaylen Brown. Donc en soi, on est content puisqu'il a été au niveau auquel on l'attendait. Il a fait du bon Jaylen Brown.
C'est ça. Et donc, même si il a eu, voilà, comme on a dit, hein, ces pertes de balles, des sélections de tirs, des choses un peu douteuses, mais comme le dit Robin à l'écrit, on découvre rien en fait. On sait que c'est déjà en saison régulière, c'était son problème à Jaylen Brown, de prendre des tirs compliqués, qui met très souvent d'ailleurs, hein, ce qui est très fort de sa part, perdre beaucoup de ballons. Donc en fait, Jaylen Brown a été au niveau auquel on l'attendait. Jason Tatum, en soi, par rapport à Jaylen Brown, n'a pas été plus mauvais. C'est juste qu'il a été plus mauvais par rapport à ce qu'on attendait de Jason Tatum. Et c'est là où on peut facilement se dire, bon, bah, Tatum a été nul, Brown a été fort. Non, en fait, c'est juste qu'il y en a un qui a été au niveau d'un lieutenant, parce que c'est un lieutenant, et que l'autre a été au niveau d'un lieutenant alors que c'est un franchise player, en gros. Je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec cette conclusion. Après, Ouais, il faut qu'on arrive à relativiser et que la fanbase comprenne qu'on a fait des bonnes finales. C'est juste que pour gagner, il fallait faire d'excellentes finales. C'est tout. Il y a un moment, encore une fois, hein, t'es à un quart-temps du match 4 de mener 3-1. Et après, bah, je laisserai Doctor Strange nous dire ce qui se passe dans le multivers. Mais, ouais, tu fais des bonnes finales, t'accroches, il te manque pas grand-chose. Il te manque pas grand-chose, il t'a manqué un peu de variance, t'as manqué aussi enfin, je veux dire, ils ont mis des shoots des fois, c'est pareil, une qualité de shot-making en face, attention, c'est dingue. Donc, pour finir aussi sur des notes moi, il y a eu des positives, matchs j'ai où bien aimé Rob Williams. J'ai trouvé que son début de série était pas ouf. J'ai trouvé par contre que sa fin de série, on a vu qu'il y avait quand même que physiquement, il se déplaçait mieux. On a eu des vraies couvertures défensives, même des 1v1 qu'il a réussi à tenir et à revenir pour aller faire des blocs derrière le défenseur, qui sont quand même les blocs les plus difficiles à faire pour des intérieurs et qui sont synonymes aussi de la mobilité qu'il a et de la longueur qu'il a. Donc, on a quand même des vrais énormes bons points sur ces finals qui font qu'on a été malgré tout à la hauteur. Et je pense qu'il faut qu'on s'en souvienne. Malgré la déception, il y a une équipe qui était meilleure que nous, ouais, mais pas de beaucoup. Et rien que se dire ça, c'est quand même très très encourageant et c'est un vrai point de satisfaction. Il faut pas s'endormir sur le fait que bah oui, il y a eu des contre-perfs, etc., etc. Ouais, ok. Mais il y a eu, enfin, on a eu une belle prestation des Boston Celtics et digne de ce qu'ils nous ont montré depuis le début, même si c'était leur moins bon match des finals, c'était aussi sûrement peut-être leur meilleur adversaire. Donc bah, si t'alignes tout ça, tu sors tête haute, l'expérience elle est incroyable. On parle de fenêtre qui reviendra peut-être pas, etc. On nous a dit les mêmes choses sur les finales de conf, et puis t'y es retourné 3 fois depuis que t'es avec Jason Tatum. Et puis peut-être que tu referas pas de finals, peut-être. Mais aujourd'hui, tu as quand même beaucoup plus de chances d'en refaire, vu les prestats qui ont été faites de la part de ton équipe. Disons que t'as pas mal de certitudes, quoi. Exactement. Voilà. Ça marche. Bah, T'as fait une belle finale. je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on conclut là-dessus. Non, c'est bon. Ok. Du coup, pour la suite, juste pour que tout le monde ait un peu, alors je vais pas dire le calendrier parce qu'on n'a pas de date définie, mais en gros la suite, il va y avoir un épisode, un court épisode sur la draft avec Hugo, Pierre et moi-même, où on reviendra un peu sur les besoins pour la draft et quels prospects on pourrait sélectionner pour la draft qui sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ensuite, il y aura un épisode, justement, on en a parlé, sur un débrief un peu global de toute la saison, peut-être en 2 parties pour que tout le monde participe. On va voir un peu sous quelle forme ça prendra. Il y aura également un épisode sur la projection pour l'intersaison, les besoins, la marge de manœuvre, les options un peu à disposition de Stevens. On verra ça après la draft. Et peut-être d'autres épisodes pendant l'intersaison hors série en fonction des dispos et des idées de chacun dans l'équipe. Évidemment, il y aura des épisodes en cas de gros moves si jamais Jason Tatum est tradé contre un first pick ou je ne Contre sais Kyle quoi. Kuzma. Voilà, exactement. Parce que faut pas oublier que Kyle Kuzma est meilleur que Tatum. Donc.
Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vous attendent encore, à commencer par un épisode de draft et l'épisode de débrief de la saison. Johan, Robin, merci de votre participation et je vous dis à la prochaine. Eh ben avec plaisir, ouais, carrément. À la prochaine. À la prochaine à tous. Ça Pour marche. juste finir, si Ouais. jamais il y a des gens qui veulent revenir sur les finals, etc., je vous conseille d'aller regarder. Il y a Antoine Tartou de l'Écho des Parquets qui a suivi énormément les finales et qui a tweeté énormément dessus avec beaucoup d'articles, de rubriques qui en plus sont imagés. Il y a des vidéos, etc., qui expliquent pas mal les ajustements tactiques, etc., en profondeur. C'est hyper instructif, comme souvent d'ailleurs quand c'est Guillaume ou Antoine et tout. Donc allez-y. Parce que ça vaut le coup et le fait que ce soit imagé en vidéo, c'est vachement accessible, je trouve. Donc s'il y en a qui veulent un petit peu revoir tout ça et se faire un peu de mal, mais aussi être positif parce que c'est quand même un beau basket à voir, allez-y. Ouais, surtout c'est Antoine Tartou et Guillaume du Basket Lab. Je mettrai leur Twitter en description. C'est deux gars qui font du très bon boulot, même de l'excellent boulot, très instructif, Même assez QI technique. Basket aussi. QI Basket a Assez fait une très bonne technique, couverture, ouais. je trouve, Ouais. cette année. En plus, pareil, imagé, etc. Et il y a Dunk Hebdo aussi qui a fait quelques podcasts qui étaient très intéressants. Donc ça, c'est pareil, si vous les suivez pas, faites-le. Et même allez réécouter parce que ça permet d'avoir une vraie autre perspective. Ça vous oblige pas à être d'accord, mais par contre, c'est quand même pas mal d'avoir des points de vue qui sont fiables et intéressants, je trouve. Donc, Et des avis différents. Ouais. ouais, Ouais, exactement. tout à fait. Merci les gars. Je vais vous laisser du coup et donc on se dit à la prochaine pour l'épisode draft notamment. Salut à tous. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.